le TP, merde. Donc, juste pour résumer, donc désolé, je viens juste de partir l'enregistrement. Donc, vous avez ici, juste à remontrer la démarche au moins pour que quand vous allez revoir, vous allez avoir une idée complète de la question A. OK. Donc, on peut faire la question B. Question B. Voilà, question B. Donc, l'augmentation de température de stagnation delta T0C à l'entrée et la sortie du compresseur. OK. Donc, pour y arriver, ici, donc nous, ce qui nous intéresse, le delta T0 du compresseur, ça revient à faire delta, en fait, T02 moins T01. Donc, on sait que, donc on peut marquer ici, car T02 égale T03. Donc, la variation de température de stagnation de l'étage est égale à la variation de température de stagnation du rotor. Donc, ici, on va utiliser le rendement pour y arriver. Donc, avec l'équation du rendement, on peut extraire le T02. Donc, on a T02 qui va être égal à T01, comme ça ici, plus 1 sur le rendement du compresseur, T02S moins T01, comme ça ici. Après ça, ici, on aimerait bien avoir notre T02S. Donc, ça, ici, on va utiliser une relation isentropique. Donc, P02 sur P01. Comme ça ici, on sait que ça, c'est égal à T02S sur T01. Voilà. Et ça, c'est gamma sur gamma moins 1. Donc, à partir de là, ici, donc, on peut extraire notre T02S de l'équation. Et donc, ça nous fait T01 qui est égal à P02 sur P01, gamma moins 1 sur gamma. Voilà. Parfait. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a notre ratio. On a ici le ratio. Et on a notre T01. On a nos gamma. Voilà. Donc, à partir d'ici, on va avoir... on peut passer à l'évaluation. On a T01 qui est égal à 256, qui multiplie 5,2. Comme c'est ici, 5,2. Donc 1,4 moins 1 sur 1,4. Et donc ça ici, ça va nous donner 410 Kelvin. Donc T02S, 410 Kelvin. Donc à partir de ça ici, donc on peut extraire notre T02. Donc T02. Donc T02 va être égal ici à 256 plus 1 sur 0,9. Voilà. Donc T02, on l'a ici 410 moins T01 256. Donc ça va nous donner ça va nous donner un T02 qui est égal à 427. 427,1 Kelvin. Pascal? Oui. Excuse-moi, je n'ai pas très bien compris comment tu as fait rentrer le rendement à la ligne où tu as calculé T02. Là.
où tu as mis l'expression T02 égale à T01 plus 1 sur le rendement, T02S moins T01. Je ne sais pas si tu peux reprendre ça. Ça ici, ça c'est... Les détails, quoi. Donc, c'est ça ici. Donc, il faut tout simplement ici... donc, on avait déjà dit que le compresseur, hein, c'était le travail isentropique sur travail réel. Donc, ça veut dire que c'est T02S moins T01 divisé par T02 moins T01. On est d'accord avec ça? Oui. OK. Ben, en fait, c'est ça. Hein, j'ai juste isolé T02 là-dedans. OK. Voilà. Pascal, moi, à ce niveau-là, en fait, bon, le calcul, il est logique, mais s'agit-il de deux sorties rotor ou vraiment deux genre sorties du compresseur carrément? Parce qu'à ce niveau, je pense que c'est le rendement global du compresseur, en fait. Je pense que, en tout cas, moi ça me donne un peu de confusion quand quand on le nomme comme ça 0,2 et qu'on parle comme si c'est à la sortie du rotor carrément, en fait, dans un étage, quoi, en réalité. Alors que c'est censé être le global pour moi, en fait. OK, toi, tu parles, en fait, je remets ici. Donc, toi, en fait, ta question, c'est de savoir si le P02 sur P01 ici fait allusion à, le 02 fait allusion à la sortie du rotor ou à la sortie du compresseur, c'est ça ta question? Ouais. Ouais, OK. Donc, effectivement, des fois, ça peut porter à confusion. On avait déjà un peu discuté avec ça la semaine dernière. Donc, ici, dans ce contexte-là, ici, le P02, ici, faisait référence vraiment à la variation de pression entre de part et d'autre du rotor. C'est vrai que je pourrais le préciser dans la question ici. Là, on pourrait le préciser dans la question là, pour le rendre un petit peu plus clair. Ouais. Non, tu as raison. Ici, on pourrait le préciser dans la question ou reformuler la question pour dire que le rotor, le ratio de pression entre l'entrée et la sortie du rotor est ici. Non, tu as raison. Ça, j'en prends note et puis je vais juste reformuler la question. Tu as raison aussi, on aurait pu donner le taux de compression de l'étage au complet. Donc, incluant... Parce que la différence entre le P0... donc, si on fait... juste pour faire un schéma pour m'assurer que tout le monde comprend bien. C'est une bonne question que tu poses. Donc, on a en quelque sorte, on a le gas path, comme ça ici. Et donc là, ici, on a le rotor, comme ça ici. Là, ici, on continue comme ça. Et donc là, ici, on a le stator. Donc, on a bel et bien la station 1, 2 et 3. Donc là, ici, notre P02 sur P01, ici, faisait vraiment allusion à ça ici. Et on avait vu que on avait vu aussi que du point de vue du compresseur, quand on faisait notre cycle de Brayton, et là, si on a plusieurs étages ici, évidemment, si on a plusieurs étages, on fait allusion ici des fois à la station 1 qui représente l'entrée du compresseur et la station 2 qui représente la sortie du compresseur. Et à ce niveau-là ici, comme c'est ici, on peut parler encore d'un ratio P02 sur P01. Et là, à ce moment-là, on va parler du taux de compression, le ratio de pression de l'ensemble du compresseur. Justement, je pense que c'est de celui-là qu'on parle en fait ici. Non, ben en fait, non, là, comme je te dis, ici, là, c'était on parlait plus d'un rotor. On parlait plus d'un rotor. Donc, c'est un exercice qui avait été pris d'un autre livre de référence, là, tout simplement. Donc, ici, ça a été interprété comme étant, l'ensemble du pour un rotor caractéristique comme ça ici. Mais tu as raison, c'est pas tellement clair la façon dont ça a été formulé. Donc, ici, c'était pour donner vraiment une idée à partir pour un rotor donné.
Et puis, je regarde un peu la continuité de la démarche. Là, comme je dis, comme c'était pas tellement clair, on aurait pu l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Parce qu'éventuellement, ici, le but, c'est de déterminer après ça le nombre d'étages nécessaires. Ouais. Donc, on aurait pu l'interpréter l'information de deux façons différentes. Donc, morale de l'histoire, il faut juste... d'un, il faut bien comprendre la différence entre le P02 et le P01 quand on parle d'un rotor ou qu'on parle du compresseur en entier. Donc, de 1, ça, je pense que c'est important à prendre conscience qu'il y en a deux, P02 sur P01. Là, malheureusement, c'est un peu une notation qui peut porter à confusion. Sinon, donc c'est ça. Donc, la question, elle aurait peut-être été mieux formulée. Là. Je pense que, comme je t'ai dit, j'en prends note, puis je vais la formuler peut-être un peu mieux, cette question-là. Ouais. Donc, j'ai juste noté ici. Parfait. Donc, c'est sûr que ça va changer un petit peu la stratégie parce que la façon ici qu'on détermine ou la façon qu'on applique notre P02, là, si ça avait été pour le compresseur en entier, donc à ce moment-là, il aurait fallu retrouver un peu la pression au milieu. Donc, il aurait fallu probablement qu'on nous donne pas l'autorisation, mais il aurait fallu qu'on nous précise un peu comment discerner les pertes entre le rotor et le stator. On a déjà fait un exercice là-dessus où on nous disait qu'on pouvait supposer 50% des pertes au rotor, 50% des pertes au stator. Donc, oui. On aurait dû supposer quelque chose comme ça. Si on nous donne l'information seulement sur le compresseur en entier, ben à ce moment-là, quand on fait les calculs intermédiaires, il faut faire une hypothèse sur la pondération, la proportion des pertes au rotor, la proportion des pertes au stator. Donc, j'ai du mal, parce que moi, je pensais qu'au B, on nous demandait justement l'augmentation de la température, mais pour l'ensemble, et qu'au D, on nous demandait pour l'étage 1. Le D, donc le D, on les reverra en temps et lieu, mais effectivement, le D, on demande l'augmentation de température de stagnation aux premiers étages. Et puis le B, c'est pour le compresseur en entier. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé que donc, le P02 et P01, puisque je l'utilise ici pour l'entier, donc certainement, c'était vraiment le global, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est que l'idée ici, c'est que là, ici, en fait, on met un peu en contexte ce numéro-là. Ce numéro-là, aussi, on suppose dans un premier temps, qu'on a un compresseur à un seul étage. Puis on se dit, il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas de risque de séparation de la couche limite. Donc, on fait la constatation d'un seul étage en supposant que tout le travail que le compresseur a besoin va se faire par le premier rotor. Et on va arriver à la conclusion que ça prend un certain delta T0 pour y arriver. Donc, ça va nous donner la variation de delta T0 nécessaire. Donc, c'est comme un rotor, évidemment, qui n'est pas réaliste qu'on va déterminer en premier lieu. Ça va donner le rotor qui permettrait au compresseur de comprimer, d'obtenir le ratio de compression à partir d'un seul étage. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Donc, on fait un calcul idéal d'un compresseur à un étage dans un premier temps. C'est un peu la discussion que je voulais avoir par la suite, mais tant que tu poses la question, donc aussi bien l'avoir tout de suite comme discussion. Donc, c'est un peu dans la direction dans laquelle on se dirige. Donc, et là, par la suite, on va regarder, voir c'est quoi réellement qu'un étage peut faire comme travail, donc c'est-à-dire dans le premier rotor, et on va faire la différence pour déterminer le nombre d'étages au complet que le compresseur va avoir. OK, donc ici, on y va de la façon suivante. Donc là, on avait fait on était le B. B delta T0C. Donc, on arrive ici à 427. 427,1 moins 256. Donc, 256. Donc, ça ici, ça va nous donner 171,1 Kelvin. Donc, déjà ici,
C'est énorme. Hein? Si vous vous souvenez, dans les notes de cours, là, ce qu'on avait vu la semaine dernière, on avait dit que pour un étage, on doit se limiter à peu près à 30 Kelvin d'augmentation de température de stagnation. Donc, ça, c'est un ordre de grandeur. Et là, ici, clairement, ici, on en a beaucoup. Donc, c'est un peu l'idée, en fait, avec ce que je disais tantôt, que dans un premier temps, on suppose que le compresseur a un seul étage et on se pose la question, quel devrait être le travail fait par cet étage-là? Et là, on arrive à la conclusion que c'est l'augmentation totale de température de stagnation est de 171 Kelvin. Donc, par la suite, en B, donc l'augmentation, non, en B, on a fait, on sait maintenant la dimension RR et RT à la sortie du compresseur avec les ratios RR et RT en considérant RT constant sur toute la longueur du compresseur. Donc ici, comme je disais, donc ici, on suppose que le rayon au bout des lettres va être constant. Et donc, évidemment, on s'attend à ce que le rayon à la racine augmente et le rayon moyen aussi augmente. Donc, en comprimant l'air, la surface annulaire va diminuer graduellement entre l'entrée et la sortie du compresseur. Et comme ici, on a comme contrainte que le RT va être constant, donc ça ne laissera pas le choix de faire augmenter le RR et le rayon moyen. OK. Donc, ici, on y va un peu avec une procédure qui est similaire avec ce qu'on a fait en A. Donc, c'est-à-dire qu'on prend notre débit massique. Donc, on suppose ici aucun refroidissement, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans le compresseur va finir par sortir ici au rotor. Donc, ça nous fait ρ2 VA2 qui multiplie A2. Et donc, A2 ici va être égal à le débit massique divisé par ρ2 VA2. ρ2 VA2. Donc, on sait également que A2, c'est égal à pi RT au carré, moins RR au carré, comme ça ici. Voilà, et donc là, à partir de là, ici, on veut calculer notre ρ. Il nous manque ρ. Donc, on utilise encore l'équation des gaz parfaits. Donc, P2 est égal à R. P2 est égal à, non, ρ2 est égal à P2 sur RT2, comme ça ici. Et donc là, on va déterminer notre T2 comme étant T02 moins V2 au carré divisé par 2 CP. On a tout ce qu'il faut ici pour évaluer, donc ça nous fait 427,1 moins 150 au carré divisé par 2005, comme ça ici. Donc ça ici, ça va nous donner 415,9 Kelvin. Donc on continue avec la même logique pour déterminer notre P2. Donc, P2 va être obtenu en faisant notre révolution isentropique. Donc, ça fait P02 sur P2, donc qui est égal à T02 sur T2. Voilà, comme ça ici. Donc, ça, c'est gamma sur gamma moins 1. Et donc, là, ici, on peut évaluer. Donc, on a notre T02. En fait, on va tout simplement tout de suite isoler parce qu'on veut avoir P2. Donc, P2 va être égal à P02 qui multiplie T2 sur T02. Et c'est gamma sur gamma moins 1. Donc, ça ici, on peut évaluer. Donc, ça nous fait 5,2. C'est parce qu'on avait P02 sur P01 qui est 5,2.
Donc, P02, c'est 5.2, P01, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, P02, donc P02 qui est égal à 5.2 fois P01, comme ça ici, ça va nous donner, ça va nous donner ici directement, je l'ai noté, ça nous donne donc 5,2 fois 54. Donc, ici, ça nous donne 280,8 kPa. Voilà, donc c'est ici, ça nous donne notre P02. Et là, à partir de là, ici, on peut trouver notre P2. Donc, le P2, P2, c'est un peu lent la tablette des fois. Donc, P2, OK. Donc, P2 va être égal à 280,2 qui multiplie 415,9 divisé par 427,1 et ça c'est exposant 1.4 sur 1.4 moins 1. Et donc ça ici, ça va nous donner un P2 qui est égal à 255,9 kPa. Donc à partir de là ici, donc on peut revenir à ρ2 et donc on va avoir ρ2 ici qui va être égal à 255,9 fois 10 à la 3 divisé par 287. 287. Oups, pas moins. Et multiplié par T2. T2, on avait trouvé 415,9. Et donc, ça ici, ça nous donne, ça va nous donner clairement quelque chose de plus élevé. Donc, 2,14 kg par mètre cube. OK, donc clairement, ici, on a une masse volumique plus élevée, de beaucoup même. Donc, on est passé de ρ1 qui est égal, on l'avait calculé un peu plus tôt, donc 0,066 à 2,1. Donc, c'est logique. Le contraire aurait été inquiétant. Donc, nous avons notre ρ2 et là, après ça, on fait un peu le même tour avec les équations. Donc, on a A2 qui est égal au débit. Donc, je réécris parce qu'on l'avait écrit un peu plus haut. Donc, c'était divisé par ρ2 fois VA2. Donc, divisé par ρ2 fois VA2, comme ça ici. Donc, ici, ça nous donne 15 divisé par 2,14 multiplié par 150. Et donc, ça ici, ça nous donne une surface annulaire de 0,467 mètres carrés. 467 mètres carrés. Très bien. Et donc là, ici, on sait également que A2 va être égal à pi. Donc, R, donc le rayon en bout des lettres au carré moins le rayon à la racine au carré, comme ça ici. Et donc, c'est ici, vous pouvez encore une fois mettre en évidence le rayon ici, donc, vous avez RR. Donc, on fait tout simplement isoler RR, rayon à la racine. Comme ça, ça va vous donner RT au carré moins A2 sur pi. On prend la racine carrée de tout ça ici. Et on a déjà le rayon en bout des lettres. On nous a dit qu'on devait le garder constant. Donc, on reprend celui qu'on avait en 1. Donc, à partir de là, ici, on peut évaluer. Donc, on a 0
0,2463 au carré, moins A2, 0,467 0 sur pi. Et donc, racine carrée de tout ça. Et à partir de là, 0,214 mètres. Donc, le rayon à la racine, ça nous donne 214 mm. Donc, ça fait du sens. On a une augmentation du rayon à la racine. Donc, encore une fois, le contraire a été un peu inquiétant dans la mesure qu'on nous impose un rayon en bout des lettres constant de 0,2463. Et on sait que la surface annulaire doit diminuer parce qu'on comprime le gaz, donc il occupe de moins en moins de place. Et donc, on s'attend à avoir le rayon à la racine plus élevé à la sortie du compresseur. OK, donc c'est ici, ça nous donne cette information-là. Très bien, donc ça complète le C. Quoi qu'on nous demandait aussi le ratio, hein, il faudra calculer notre ratio. RR sur RT. Donc, RR sur RT, donc ça va être 0,214 divisé par 0,2463, comme c'est ici. Donc, ça va nous donner 0,869. Voilà. Très bien. OK, donc en D maintenant. Donc en D, l'augmentation de température de stagnation du premier étage du compresseur, donc delta T0. Ici, on met en parenthèse l'étage à laquelle on se réfère. Donc, pour le premier étage, donc en supposant ici que le rendement du premier étage est égal au rendement du compresseur. Donc, ça nous donne 90%. Et on a toujours notre nombre de Haller qui est égal à 0,72. Donc, à partir d'ici, donc ça nous donne la flexibilité ici pour déterminer quelle est la variation maximale de notre delta T0. OK, donc on y va ici. Donc, on est en D. Donc, ça ici, ça va nécessiter de faire le calcul de notre triangle des vitesses pour le premier étage. Donc, en fait, ce ne sera même pas le premier étage au complet qu'on va faire, c'est vraiment juste le rotor du premier étage. Donc, on n'a pas besoin de savoir à quoi ressemblait le stator à ce stade-ci. Donc, c'est surtout les stations 1 et 2 qui nous intéressent. Donc, le delta T0 pour le premier étage, donc c'est égal à U multiplié par la variation de vitesse tangentielle divisé par CP. Et donc, ça ici, on en avait déjà dit que c'est à peu près égal en supposant que on prend le U moyen. Donc, ça va être égal à la variation de VU2 moins VU1, comme ça ici, divisé par CP. Et comme on entre pour le premier étage, comme on est un écoulement purement axial, donc ici, on a notre vitesse tangentielle à l'entrée qui est égale à 0. Donc, U moyen, donc ça va être obtenu avec oméga fois R moyen. Donc, rayon moyen du premier étage, ça va être le rayon à la racine plus le rayon en bout des lettres, divisé par 2. Donc, ça ici, on a déjà ce qu'il faut. Donc, ça nous fait 0,214
Donc, le rayon à la racine, c'était 11,08. Et en bout des lettres, 24,63. Donc, on divise par 2. Et donc, ça ici, ça nous donne 17,86 mètres. Très bien. Donc, à partir de là, ici, on vient évaluer notre U. Donc, le U moyen. Donc, ici, on nous avait donné 250 rotations par seconde. Donc, on va multiplier ça par 2π pour avoir des radians par seconde. Donc, multiplié par 2π. Donc, ça fait 202π multiplié par 50, multiplié par 0,1786. Donc, ça ici, ça va nous donner un U moyen de 280,5 mètres par seconde. Donc, on a besoin de calculer maintenant notre VU2. Donc, le VU2, ici, va être égal à UM, donc la vitesse de rotation moyenne, moins VA ici, tangente de alpha R2. Donc, tangente de alpha R2, comme ça ici. Alpha R2, on ne le connaît pas encore. Donc, alpha R2, ici, ça va nous donner, on va l'obtenir via alpha R2. Donc, ça va être obtenu via le cos inverse, arcos, de VA divisé par VR2, comme ça ici. Donc, on connaît VA, mais on ne connaît pas VR2. VR2, par contre, va être obtenu via le critère de Haller. Donc, VR2 est égal à 0,72 VR1, comme ça ici. Donc, on suppose qu'on va ralentir au minimum VR2. On sait que si on ralentit en deçà de ce critère-là, donc un risque de séparation, si on ralentit moins VR2, donc ça veut dire qu'on ne va pas extraire tout le travail qu'on peut faire, toute la déviation qu'on peut faire au rotor de notre étage. Très bien. Donc, ça ne nous dit pas plus à quoi est égal VR1. Donc, VR1 ici va être obtenu. Donc, VR1 ici va être obtenu en fonction de VA, comme ça ici, divisé par cosinus de alpha R1, comme ça ici. Et donc là, alpha R1, lui, on peut le déterminer directement à partir des valeurs qu'on connaît. Donc, alpha R1. Donc, alpha R1, c'est ici, on peut, avec le triangle des vitesses, faire un arc tangente de U moyen. En fait, c'est U moyen moins VU, hein, qui est égal à 0. On va le marquer ici juste pour pas CZ, VA plutôt. Voilà, comme c'est ici. Donc, ça c'est. Donc, on pouvait avoir VR1 directement par Pythagore, quoi. Genre U moins carré, racine de U moins carré plus V carré, VA carré. Ouais, ben on peut toujours avoir. Pour la station 1, tu parles, donc oui, on peut faire un Pythagore entre VA et VU. Ouais. VU étant 0, donc entre VA et UM, on a directement VR1, quoi, en fait.
juste pour m'assurer que je comprends bien ta question, on revient ici. Donc, tu vois, ici, on est dans le contexte où VR1, ici, tu peux l'obtenir si, par exemple, ton alpha est égal à ton alpha ici est égal à 0 parce que ton écoulement est purement axial. Donc, effectivement, ton VA il devient parallèle en quelque sorte à ton axe de rotation. Et donc, ton VR1 ici va être l'hypoténuse. Donc, ici, dans le cas particulier où tu as un écoulement qui est purement axial, tu dois avoir un triangle rectangle avec tes trois composants. Donc, ton triangle de vitesse devient un triangle rectangle. Donc, tu peux effectivement utiliser la Pythagore simplement pour trouver ton VR1 à l'entrée du rotor. OK. Donc, à partir de là ici, donc ça te fait ton alpha R1. Donc, ici, alpha R1, donc c'est ça. Donc, ici, tu vas avoir alpha R1. Et là, à partir de là, ici, tu vas avoir ton angle. Et cet angle-là, ici, on peut passer à l'évaluation numérique. Donc, ça, ici, c'était pour trouver l'angle. Donc, pour trouver l'angle, ici, ça va nous donner... là, j'étais rendu... Ouais, ici. Donc, ça nous fait tangente inverse de 280. Donc, tangente inverse de 280,5 sur 150. Et ça ici, ça nous donne un alpha R1 de 61,58 degrés. Non, 86. 86 degrés pour alpha R1. Et là, ici, VR1, on remet tout simplement dans l'équation. Donc, le VR1 ici va être 150 divisé par cosinus de 60,86 degrés. Et donc, le VR1 ici nous donne 318,05 mètres par seconde. Et donc là, à partir de là, on peut trouver notre VR2. Donc, VR2 qui est égal à 0,72 de 318,05. Et donc, ça va nous donner un VR2 de 229 mètres par seconde. Donc, VR2 nous permet de calculer notre alpha R2. Donc, notre alpha R2, ici, c'est cos inverse. On avait déjà écrit l'équation, donc il nous reste à évaluer cos inverse de 150 sur 229. Et donc, ça ici, ça fait 49,08 degrés. Et au final, on peut évaluer notre VU2 avec notre alpha R2. Donc, on a alpha R2, on a VA, on a UM. Donc, on peut trouver notre VU2. Et donc, notre VU2 ici va nous donner 280,5 moins 150 tangente de 49,08 comme ça ici. Et ça ici, ça va nous donner 107,46 mètres par seconde. Et voilà. Et donc, le delta T0 qu'on peut obtenir, donc là, ici, on va remettre ça dans notre équation. Donc, le delta T0 du premier étage, donc en fonction du VU2 qu'on vient d'obtenir,
Donc, UM fois V2 divisé par CP, ça va nous donner le delta T0 du premier étage. Donc, delta T0 du premier étage. Donc, ça devient 280,5 qui multiplie 107,46 moins 0. Et on divise par 1005. Et donc, ça ici, ça nous donne 30 Kelvin. Très bien. La réponse serait 5, mais j'avais ça, mais je vous disais que j'avais faussé parce que la réponse était 5,7 dans l'énoncé. Attends, là, tu parles de... Attends. Le 5,7. Ah, 5,7, ça c'est la réponse de E. Okay, ça a failli me rendre frustré. Ouais. Non, mais clairement, 5,7, c'est un peu petit. Ah non, mais c'est parce que, OK, il y a juste un... ouais, OK. Après ça, il y a le D. OK, il y a peut-être juste un problème de mise en page ici avec le D, le nombre minimal des tâches nécessaires. Donc ici, il manque, ouais, OK, il manque la réponse. Il manque la réponse en fait B, C, D. OK, il manque juste un problème de numérotation ici. Donc la réponse ici à delta T0, c'est bien ce que j'ai marqué ici. C'est bien 30 Kelvin. Et après ça, en E, parce que la question en E, après ça, on nous demande à partir le nombre d'étages nécessaires au compresseur. Là, clairement, il y a un problème de numérotation ici. Donc, en E ici, donc le nombre d'étages ici, ça va être le delta T0 du compresseur divisé par le delta T0 du premier étage. Ici, on assume que tous les étages vont pouvoir faire le même nombre la même variation de température de stagnation, qui n'est pas exact. Donc, ça fait 171,1 Kelvin divisé parce que nous, on a obtenu à peu près 30. Déjà, on avait déjà une bonne idée. On avait déjà dit en classe que c'était à peu près 30 degrés là, la variation pour de température de stagnation. Et c'est ça ici qui va donner 5,7 et qu'on va arrondir. Évidemment, ici, il faut toujours arrondir à l'unité supérieure. Même si on avait trouvé 5,1, il aurait fallu l'arrondir à 6. Donc ici, N étages, nombre d'étages. Nombre d'étages, ça va être 6. Comme ça ici. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, vous voyez un peu l'idée générale? Est-ce que vous avez des questions? Donc, peut-être juste pour récapituler un peu cet exercice-là. Donc, on donne des propriétés sur l'ensemble du compresseur. Donc, ici, on nous dit que le ratio de pression va être ici dans l'énoncé. Donc, on nous parle d'un ratio de pression de 5,2. Donc, on suppose que notre compresseur a un seul étage et que par conséquent, il faut une augmentation de température de stagnation de 171,1 Kelvin. Donc, dans tout le compresseur. Oui, on a fait l'hypothèse que tout ça se faisait dans un étage pour la première partie du problème. Évidemment, on ne peut pas se permettre de faire autant de travail dans un seul étage. Si on fait ça, on va arriver avec un nombre d'air qui va être très, 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 très faible, ce qui implique que forcément l'écoulement va pas, notre compresseur ne sera jamais capable de comprimer à un seul étage. Donc, c'est pour ça qu'on finit par
Ça, c'est à partir de la question D. Donc, on regarde voir c'est quoi l'augmentation maximale de delta T0, donc de variation de température de stagnation qu'on peut faire dans un étage donné pour le premier étage. Donc, on prend notre premier étage où que l'écoulement entre purement axial. Et donc, à partir de ce calcul-là, ici, on fait notre calcul de triangle de vitesse pour en extraire les angles d'écoulement relatifs à l'entrée et à la sortie. Et à partir de là, ici, donc, on est en mesure de déterminer notre delta T0 pour le premier étage. On arrive à peu près à 30 degrés. Donc, si le compresseur au complet a besoin de 171, une augmentation de 171 Kelvin en température de stagnation, et on sait que le premier étage n'a pu en augmenter que 30, et qu'on peut généraliser à ce stade-là que chaque étage va se comporter de façon similaire. Donc, c'est sûr que quand vous faites le même calcul appliqué sur plusieurs étages, vous vous rendez compte que les conditions à l'entrée et à la sortie de chacun des étages vont varier. Donc, forcément, le delta T0 va varier d'un étage à l'autre, mais on cherche juste à avoir un ordre de grandeur. On cherche à savoir est-ce que c'est 2 étages, est-ce que c'est 10 étages, est-ce que c'est 30 étages. Donc, le premier, ce calcul-là ici, c'est pour donner un estimé. Donc, on arrondit à l'unité supérieure. Donc, on avait dit 5,7 étages qu'on arrondit à 6. Et c'est la première étape. C'est ce qu'on cherchait à déterminer pour la première question. Si vous avez des questions là-dessus? OK. Donc, ici, on considère maintenant le premier étage du compresseur multi-étage du problème 6.1. On suppose une conception avec 7 étages, telle que l'augmentation de la température de stagnation du premier étage et du dernier étage est fixe à delta T0 1 et delta T07 qui est égal à 21 Kelvin. Donc, ici, on avait déjà fait un peu la discussion comme quoi que, en réalité, les premiers et deuxième étages, il faut réduire un peu la variation de température de stagnation parce que simplement parce que l'écoulement va rentrer axialement au premier, il va sortir axialement au deuxième. Et donc, pour éviter d'avoir des degrés de réaction trop élevés ou en fait trop loin de 0,5, donc on devait diminuer la valeur de delta T0 pour le premier et dernier étage. Donc, pour les étages 2 à 6, donc on fixe à 26 Kelvin. Et on dit que le rendement de chacun des étages ici va être similaire au rendement du compresseur en entier, soit 90 %. Donc, on demande d'évaluer ici quelques paramètres. Donc, les angles d'écoulement relatifs du rotor du premier étage. Donc, c'est sûr que là, il faut refaire notre calcul parce qu'on ne prendra plus 30 Kelvin pour qu'on avait déjà précalculé en 6.1. Donc, il faut refaire le calcul avec la vraie augmentation de température de stagnation. Donc, il faut cette fois-ci introduire un facteur de travail, ce qu'on n'avait pas vraiment considéré dans notre calcul de choix d'étage. Donc, ici, on sait que le premier étage, on avait regardé dans les tableaux, on nous avait dit que c'était 0,98, on avait vu ça dans le cours. Évidemment, le nombre à l'air, ici, on va essayer d'être le plus proche possible de 0,72 sans être en deçà de cette limite-là. Le ratio de pression de compression de l'étage, P03 sur P01, et l'augmentation de pression delta P0, en fait, la différence entre les deux. Donc, le degré de réaction à la mi-hauteur de l'ailette. Donc, on va essayer de voir si on réussit à être pas trop décalé par rapport aux valeurs optimales. OK. Donc, ici, numéro 6,2, qui est la continuité. Donc, essentiellement, la nouvelle information ici, c'est que le delta T0 au premier étage et le delta T0 du dernier étage, donc qui est égal à 21 Kelvin, et le delta
T0 du deuxième jusqu'au sixième, c'est ici, c'est égal à 26 Kelvin. Donc ici, on nous dit que le rendement d'un étage est grosso modo le rendement du compresseur. Et par conséquent, on a 0,90. Très bien. Et donc ici, on part avec U qui est égal à UM, qui est égal à 280,5 mètres par seconde. On a VA qui est égal à 150 mètres par seconde. Et le lambda du premier étage, des fois ça lag un peu, on avait dit 150 mètres par seconde pour VA, et le lambda du premier étage, 0,98. Donc ici, donc je vais juste mettre ça ici à côté. Donc les angles d'écoulement. Donc les angles d'écoulement ici, relatifs pour le rotor du premier étage. Donc on va avoir delta T0 qui multiplie lambda fois U fois delta VU, comme ça ici, divisé par CP. Donc, on a notre lambda, on a notre CP, on a notre U. Donc, le delta VU, ici on est comme ça ici, donc le delta VU va être égal à delta T0 qui multiplie CP divisé par lambda U, comme ça ici, on avait ici le U moyen, comme ça ici. Et donc ça nous donne 21 multiplié par 1005 divisé par 0,98. Divisé par 280,5. Et donc ça va donner une variation de vitesse axiale, une variation de vitesse tangentielle plutôt, de 76,8 mètres par seconde. Voilà. Donc, on avait déjà dit que l'écoulement triaxial, donc VU1 est égal à 0 mètres par seconde et VU2, donc ça va être égal à 76,8 mètres par seconde. Donc, VU1, donc qui est égal à U moins VA tangente alpha R1. On a VU2 qui est égal à U moins VA2 tangente alpha R2, comme ça ici. Donc, on sait que VA1 est égal à VA2 et qui est égal à VA, tout simplement. Donc, à partir de là ici, donc ça va nous amener à 0, qui est égal à 280,5 moins 150 tangente alpha R1, comme ça ici. Et de l'autre côté, on a 76,8 moins 280,5 moins 150 tangente alpha R2. Voilà.
Et donc, vous avez deux équations, deux inconnues. Et donc, à partir de ça ici, vous allez trouver alpha R1 qui est égal à 61,87 degrés et alpha R2 qui est égal à 53,65 degrés. Donc, ça vous donne vos angles d'écoulement relatifs à l'entrée du rotor. OK. Donc, ça, c'était pour la question A. Donc, en B, on veut vérifier le ratio de diffusion, qui est aussi appelé le critère de Haller, comme ça ici. Donc, on veut savoir VR2 sur VR1. Et donc, ça ici, ça correspond au ratio de cosinus alpha R2 sur cosinus alpha R1. Et donc là, ici, donc, vous pouvez poser directement l'évaluation numérique. Donc, cosinus de 61,87 divisé par cosinus de 53,65. Et ça ici, ça donne 0,795. Donc, vous êtes au-delà de la limite, pas trop conservateur. Donc, ça vous donne 0,795. Donc, ce qui est acceptable. Donc, en B, maintenant ici en C. Donc, le ratio de compression de l'étage, donc P03 sur P01 et l'augmentation de pression, le delta P0. Donc, c'est ici. Donc, P03 sur P01. Donc, ça fait T03S sur T01. Comme ça ici. Gamma sur gamma moins 1. Et ça ici, on peut réexprimer ça en fonction du rendement. Donc, le rendement du premier étage du compresseur, delta T0 sur T01, gamma moins 1. Voilà. Donc, on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire le calcul. En fait, on connaît T01, qui est égal à 256 Kelvin. On connaît P01, qui est égal à 54 kPa. Comme ça ici. Donc, on peut déterminer directement P03, en fait. P03, ça, on peut le déterminer tout de suite. Donc, ici, j'avais calculé directement P03. Ouais, parce qu'on va avoir besoin de P03 pour faire la différence entre les deux. Donc, ouais, calculons P03. Donc, qui multiplie P01 comme ça ici. 1 plus le rendement. Oups. Voilà. Gamma sur gamma moins 1. Donc ici, on a 54 qui multiplie 1 plus 0,90 qui multiplie 21 sur 256.
exposant 1.4 sur 1.4 moins 1. Et donc, ça ici, ça va vous donner le P03 de 69,29 kPa. Donc, à partir de ça ici, donc là, vous pouvez faire votre ratio P03 sur P01. Donc, P03 sur P01. Donc, ça fait 69,29 divisé par 54, 1,283. Et ici, P03 moins P01. Donc, ça fait 69,29 moins 54, ce qui fait 15,29. kPa. Donc là, ici, vous avez comment, en fait, le delta et le ratio, là, vous l'avez sur les deux formes. À savoir comment le compresseur varie, comment la pression varie à l'intérieur du premier étage. OK. Et à partir de là, ici, on demande en D le degré de réaction à la mi-hauteur de l'ailette, donc au rayon moyen. Voilà, donc ici, le degré de réaction, qui est la lettre majuscule lambda, qui est égal à 1 moins VU1, donc du premier étage, moins VU2 du premier étage également, comme ça ici, divisé par 2U, comme ça. Donc, on peut passer à l'évaluation numérique. Donc, ça nous fait 76,75 moins 0 divisé par 2 fois 280,5. Et donc, c'est ici, ça va donner un degré de réaction de 0,863. Donc, qui est quand même un peu plus élevé que le 0,5 qui est la valeur théorique privilégiée. On avait dit que c'était normal pour le premier étage d'avoir un degré de réaction un peu plus élevé, étant donné que l'écoulement est purement axial. Donc, ça fait partie un peu des compromis à faire. Et si on mettait un IGV devant, on verrait qu'il y aurait un impact justement sur ces valeurs-là. OK, très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK, pas de questions. Donc, je pense qu'on va avoir le temps de faire le 6.3. Donc, 6.3. Donc, 6.3. Donc, 6.3. Donc, on considère toujours le premier étage du compresseur multi-étagé du problème 6.1 et 6.2. Donc, on s'intéresse maintenant aux caractéristiques du stateur de cet étage, sachant que l'angle d'écoulement relatif en sortie du stateur du premier étage, donc alpha 3 indice 1, est lié à l'angle d'écoulement à l'entrée du deuxième étage par alpha 1 de l'étage 2, qui est égal à alpha 3 de l'étage 1. Donc, on doit donc prendre en considération, prendre en compte la conception du deuxième étage pour fixer les caractéristiques du stateur du premier étage. Donc, en supposant que le degré de réaction du deuxième étage est fixé à lambda basé sur le rayon moyen à 0,7 et que le facteur de travail est estimé à lambda
égale à 0,93. Donc, on demande d'évaluer les paramètres suivants. Donc, ici, ce qui est à retenir, c'est que pour finaliser la conception du premier étage, donc comment l'écoulement doit sortir du stator, on sait comment l'écoulement doit rentrer au stator. Hein. Il doit rentrer avec le même angle d'écoulement qu'à la sortie du rotor. Donc, notre alpha 2 doit être égal. Donc, en fait, c'est le même point. Donc, l'alpha 2 qui représente la sortie du rotor et représente également le alpha 2 qui est l'entrée du stator en même temps. Donc là, pour finaliser l'étage, on veut savoir à quel angle doit sortir notre alpha 3. Et donc, le but du stator, on avait déjà vu, c'était de ralentir l'écoulement et d'augmenter la pression. Mais il y a aussi un autre rôle, c'est de réorienter l'écoulement de façon à ce qu'il puisse entrer avec le bon angle pour satisfaire le rotor de l'étage suivant. Donc, pour y arriver, pour finir la conception du stator, notre alpha 3, on doit commencer l'étage, le deuxième étage, le rotor du deuxième étage. Donc, ici, on commence tout de suite avec le deuxième étage. Donc, deuxième étage. Donc, on sait que alpha 1 du deuxième étage va être égal au alpha 3 du premier étage. Donc, ici, on va avoir U basé sur le rayon moyen, donc oméga, RM, comme c'est ici, qui est égal à 2pi fois 250 fois 0,1942. Donc, ça, c'était basé sur des... on avait déjà calculé ces rayons-là ici. Donc, c'est ici, ça nous donne 305,049 mètres par seconde. Donc, en fait, c'est déjà donné dans la question. Hein. Donc, on nous posait, je pensais que c'était la question suivante, la question précédente, mais le rayon moyen du deuxième étage, 0,1942 mètres. Très bien. Donc, c'est ici, c'était déjà donné. Donc, si on commence ici avec un A, donc le delta T0 du deuxième étage, on sait que c'est égal au lambda du deuxième étage, U moyen delta T0, delta U, plutôt delta VU, comme c'est ici, divisé par CP. Et donc, ça ici, on peut le réécrire en fonction des angles d'écoulement relatifs. Donc, on va l'écrire en fonction des écoulements des angles relatifs. Donc, il fait intervenir aussi le calcul de VA et de tangente alpha R1 moins tangente alpha R2, comme c'est ici. Et ça, on divise par CP. Donc, si on met en évidence, juste pour mettre ici en évidence la différence des tangentes, donc tangente alpha R2 moins tangente alpha R1, comme ça ici. Donc, ça fait delta T0 du deuxième étage qui multiplie le CP divisé par lambda deuxième étage, U moyen
VA, comme ça ici. Et donc, ça ici, on connaît déjà le côté droite de l'égalité. Donc, ça fait 26 multiplié par 1005 divisé par ici 0,93, qui est le facteur de travail pour le deuxième étage. Je pense qu'on l'avait déjà donné ici dans l'énoncé. Donc, lambda pour le deuxième étage, c'est 0,93. Ici, notre U, c'est 305. On l'avait déjà calculé. Et vitesse axiale, 150. On avait dit qu'on voulait la garder constante pour le compresseur en entier. Et donc, ça ici, ça nous donne une valeur de 0,61404. Donc, une autre équation des triangles de vitesse, basée sur les triangles de vitesse, nous dit que tangente alpha R 1 plus tangente alpha R 2, comme c'est ici, est égal à 2 fois la vitesse de rotation lambda du deuxième étage, donc le degré de réaction du deuxième étage, divisé par VA. Et donc, ça ici, on connaît, donc ça fait 2 fois 305 multiplié par 0,7. Donc, ça, c'est le degré de réaction qu'on nous a demandé d'utiliser. Donc, on nous a demandé un degré de réaction pour le deuxième étage de 0,7 et divisé par la vitesse axiale 150. Et donc, ça ici, ça nous donne 2,8471. Donc, vous avez deux équations, deux inconnues. Donc, alpha R1, donc du deuxième étage, va vous donner 59,98 degrés, alors que le alpha R2 du deuxième étage va vous donner 48,15 degrés. Donc ça, ce sont vos angles d'écoulement relatifs pour le rotor du deuxième étage. Très bien. Donc maintenant, B. Oui. Pascal, oui. Au niveau de l'équation de delta T02, quand tu l'as développée, ici, il n'y a pas U moyen qui manquerait dans l'équation ici, juste avant VA, là? Juste avant VA. Oui. Oui, effectivement. Attends, je pense que j'ai juste fait une erreur de transcription. Effectivement, ce que c'est... Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et, déjà, les unités marchement, c'est de la vitesse au carré. Ici, on a juste de la vitesse. Donc, c'est effectivement V. Il manque effectivement, je vais juste reprendre mon crayon. Donc, est-ce que tout le monde a bien vu? Il manque ici un U moyen. Donc, il manque le U moyen ici. Je vais peut-être juste le réécrire avec un peu plus d'espace. Lambda 2, tap, tap, multiplié par U moyen. Comme ça. Excellent. Merci. Très bien. Et à partir de là ici, donc, OK, donc ça complétait le A. Donc, on avait alpha R1 et alpha R2 pour le deuxième étage. Donc, maintenant, pour le B, comment on s'y prend? Donc, le B, on demande l'angle d'écoulement à l'entrée du rotor du deuxième étage alpha 1. Est-ce qu'on pourrait passer par le triangle de vitesse aussi?
Oui, c'est sûr que oui, effectivement, ça va faire intervenir le triangle des vitesses. Très bien. Donc, comment Ouais, on y parce que va? si on a VA et qu'on a VU, Mhm. donc on pourrait, genre la tangente de l'angle, ça va être VU sur VA en fait en réalité. Donc, bien sûr, si on est capable de... Exact. Exactement. Donc, tangente alpha 1 va être égale à VU1 sur VA. Très bien. Donc, on va partir de ça ici. Donc, tangente alpha 1, comme ça ici, du deuxième étage. Donc, va être égale à VU1 du deuxième étage divisé par VA du deuxième étage. De toute façon, les VA sont constants à travers tous les étages. Par contre, on ne connaît pas notre VU1. Ouais, mais VU1 pourrait être déterminé en passant par UM. Exact. Exact. Donc, VU1 du deuxième étage, on utiliserait UM. UM moins VA tangente de alpha R1. Excellent. V1 tangente de alpha R1 du deuxième étage. Donc, tangente alpha R1 du deuxième étage. Et là, ça ici, on a tout pour déterminer. Donc, UM, c'est 305, moins VA, 150. Tangente, ici, tangente de 60. Voilà. Et ça ici, ça va nous donner 45,45 mètres par seconde. Très bien. Donc, à partir d'ici, donc le VU1, donc ça va nous donner 45, en fait, c'est 45,46, là. 45,46 divisé par 150. Donc, ça ici, donc ça c'est tangente de alpha 1 du deuxième étage. Donc, alpha 1 ici du deuxième, Donc, alpha 1 du deuxième étage va être égal, donc je l'ai calculé ici, ça nous donne 16,86 degrés. Donc, 16,86 degrés. Excellent. Très bien. Et après ça, on nous demandait, qu'est-ce qu'on nous demandait d'autre? Donc, B, donc la vitesse d'écoulement à l'entrée du rotor, ça c'est très bon. Et après ça, en CCC et en D, le ratio de diffusion au stator du premier étage, donc VR3 sur VR2. Donc, il faut comprendre que le critère de Haller s'applique tant au rotor qu'au stator. Comment on adapte? On sait que le critère de Haller, hein, on l'a appliqué, donc ça c'est C. En fait, on va commencer par C. On reviendra avec ça après. Voyons. Voilà. Donc, en C, ici, on a VU1 du deuxième étage, qui est égal à V3 du premier étage. Et on sait que ça ici, notre V1, ben, c'est égal à VA1 du deuxième étage au carré plus VU1 du deuxième étage au carré. Et
c'est si on fait la racine carrée. Donc, ça, ici, ça nous donne 150 au carré plus 45, oups, 45,46 au carré, racine carrée de tout ça. Et ça nous donne 156,74 mètres par seconde. Très bien. Donc, ça ici, c'était la réponse pour le C. Et maintenant, en D. Donc, on sait que le critère de Haller, c'était basé sur VR2 sur VR1. Donc, ça doit être plus grand ou égal à 0,72. Donc, c'est sûr que si on veut l'appliquer au stator, donc au stator, il faut rajuster. Donc, de 1, on ne parlera pas des indices 1 et 2, mais on va parler des indices 2 et 3. Et comme le stator, ben, comme le nom l'indique, il est statique, donc il n'y a pas de vitesse de rotation, ce n'est pas un rotor qui est en rotation, donc ça veut dire que les vitesses dans le référentiel du stator, c'est les mêmes vitesses que dans le repère absolu. Donc, pour un stator, ça veut dire que les critères de Haller se traduisent comme étant V3 sur V2, donc plus grand ou égal à 0,72. Donc, ça ici, il faut juste ajuster l'équation. Donc, ici, V3 sur V2, ça va nous donner 156,74 divisé par V2. En fait, V2, on ne l'a pas au complet, donc ça va nous donner 150 au carré plus 76,75 au carré. On prend la racine carrée de ce truc-là. Et donc, ça ici, ça va nous donner 0,930. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, ici, il n'y a presque pas de réduction de vitesse. Donc, ça veut dire que le stator en tant que tel ne joue pas un très grand rôle, ce qui est un peu cohérent avec le degré de réaction. On avait vu que le degré de réaction était très élevé. Ici. Au premier étage. Donc, ça veut dire que toute la variation d'enthalpie a été faite par le rotor. Mais donc, il n'y a pas beaucoup de variation de pression qui est faite, de pression statique qui est faite au stator. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la valeur ici, que la valeur du critère de Haller est quand même très, très conservateur. On avait dit que si quand on tend vers 1, c'est comme si le stator est un peu inutile d'un point de vue récupération de la pression. Le stator joue toujours un rôle important pour réorienter l'écoulement pour les tâches suivantes. C'est d'ailleurs ce qu'on a calculé. Mais plus vous avez un degré de réaction qui est près de 1 au rotor, ben, plus vous allez avoir un stator qui fera très faiblement varier la pression statique. OK, excellent. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK, donc si vous n'avez pas de questions, donc ça complète pour aujourd'hui. Donc, notez que cette semaine, c'est le dernier cours avant l'examen. Donc, je vais probablement commencer à parler du projet. Il n'y a pas d'exercice. Aujourd'hui, le cours de cette semaine va être essentiellement des calculs, plus une discussion sur la performance et la fin de la conception multi-étagée. Donc, il n'y aura pas nécessairement de nouveaux exercices à faire associés avec, je parle des exercices théoriques, là, analytiques. C'est sûr que c'est de la matière qui est à l'examen, il peut y avoir des questions à développement et tout. Mais tout ça pour vous dire que le prochain TP,
Ça va être là soit pour vous parler soit que vous posez des questions, ou soit qu'on va commencer à parler du projet. Donc, ça ici, c'était pour vous mettre un peu en contexte. Donc, sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon après-midi. Je vais rester encore 5 minutes jusqu'à 3h30 pour répondre à vos questions individuelles. Donc, sur ce, je vous souhaite bon après-midi. Ok, merci.